L'Inde a détrôné la France et le Royaume-Uni en tant que cinquième et sixième puissance économique respectivement. Aujourd'hui, l'Inde avec plus de 1,3 milliard d'habitants croît à un taux vertigieux de 7,3%, l'une des économies les plus dynamiques du monde. En 2050, l'économie de l'Inde sera plus grande que celle des États-Unis, et d'ici 2075, elle dépassera très probablement la Chine et deviendra la première économie de la planète. Chaque année, plusieurs milliardaires indiens rejoignent la liste des plus riches du monde, preuve de la croissance économique du pays. Avec une population surpeuplée de plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde dépassera de loin la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde, et il est fort possible qu'elle dépasse 1,7 milliard d'habitants d'ici 2070. À cette date, la Terre comptera environ 10 milliards d'êtres humains, et 20% de tous les humains sur la planète seront indiens ou vivant dans le pays. L'Inde deviendra bientôt une puissance de classe mondiale, mais son inégalité représente un risque pour la planète. Près de 25% des pauvres de la planète se trouvent en Inde. Par contre, l'Inde est aujourd'hui aussi riche que la France. Comment est-il possible qu'un pays considéré cinquième puissance mondiale ait plus du quart de sa population vivant sous le seuil de pauvreté? Aujourd'hui, nous allons voir les deux côtés opposés de l'Inde et répondre à cette question. C'est parti! On ne peut nier que l'Inde est un pays riche. Aujourd'hui, son produit intérieur brut est de 2,4 milliards de dollars, plus riche que la France et la Grande-Bretagne. Elle dépassera l'Allemagne dans 2 ans. Le problème, c'est que cette énorme richesse n'est pas distribuée d'une manière uniforme, comme dans les autres économies de ce niveau. L'inégalité en Inde est l'une des plus problématiques au monde. Le 1% des Indiens les plus riches accumule plus d'un tiers de la richesse excédentaire générée par la croissance économique entre 1984 et 2014. C'est-à-dire que près du tiers de cet excédent de revenus est allé à un groupe de seulement 8 millions de personnes, dans un pays peuplé de 1,3 milliard. Illustrons ceci plus en détail. Imaginons que nous avons un pays de 150 habitants. Dans le cas de l'Inde, une seule personne ayant amassé plus d'un tiers de la richesse totale, laissant le reste des 2 tiers à diviser entre le reste des 149. Le problème, c'est que même ce 1% des plus riches ne sont pas aussi riches que l'on peut imaginer. Le revenu moyen de ce groupe exclusif d'individus est d'environ 20 000 $ par an. Cela représente environ 1 800 à 2 000 $ par mois. On peut dire que cela représente beaucoup d'argent, mais comparé aux puissances occidentales telles que l'Allemagne, la France ou même l'Espagne, il est à peine considéré comme un revenu salarial moyen. Ce même 1% d'Indiens est maintenant 10 fois plus riche qu'il y a 35 ans, tandis que la classe moyenne pratiquement inexistante n'a même pas réussi à doubler son revenu au cours des 40 dernières années de croissance économique continue. Un Indien sur 5 vit dans une pauvreté extrême, ce qui est une extrapolation à la population totale. Un individu sur 5 gagne moins de 2 $ par jour. Cela nous donnerait un chiffre d'environ 270 à 350 millions d'individus. L'aspect le plus choquant de l'Inde, c'est l'absence d'une classe moyenne dans l'une des sociétés les plus riches et ironiquement la plus inégale de la planète. Des dizaines de millions d'Indiens ne savent toujours pas lire et des millions n'auront jamais une éducation de qualité, une santé décente ou même l'occasion d'échapper à la pauvreté. Lorsque l'Inde est devenue indépendante de l'Angleterre, plus de 70% de sa population vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, l'Inde a réalisé d'importants progrès en réduisant ce pourcentage à 21%, et il y a seulement 10 ans, ce pourcentage était de 31%. Il y a donc des progrès évidents, bien sûr, mais les structures d'inégalité sont toujours présentes à ce jour et continuent d'empêcher la croissance du revenu des Indiens les plus pauvres à un taux proportionnel ou égal. Alors pourquoi cette inégalité est-elle si présente? En fait, il n'y a pas une seule réponse. Des milliers de facteurs entrent en jeu, littéralement des milliers, mais nous ne couvrirons que les plus évidents. Premièrement, la piètre qualité de l'éducation pour une grande partie de la population indienne. Je parle de plus de 30% de la population analphabète, soit plus de 400 millions de personnes. La population analphabète de l'Inde est presque égale à celle de l'ensemble de la population du continent sud-américain. Ce problème est nettement pire pour les femmes. Pour les femmes, le taux d'alphabétisation est pratiquement mort, soit 50%, ce qui signifie que la moitié des Indiennes ne savent ni lire ni écrire. De toute évidence, cette population n'a pas eu la possibilité de suivre des systèmes d'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Ce sont des millions de cerveaux et d'esprits potentiellement brillants qui ne pourront jamais atteindre leur potentiel maximum. D'autre part, les personnes qui ont eu la chance de faire des études secondaires ou universitaires obtiendront automatiquement de meilleurs résultats dans la vie et amélioreront leur niveau de vie. Si elles ont des enfants, elles auront sûrement les mêmes chances, voire davantage que leurs parents. Ces personnes vont sûrement gagner un revenu beaucoup plus élevé que les 30% analphabètes de la société. Il n'est pas étonnant que les milliardaires indiens contrôlent plus de 54% de la richesse du pays. Malgré tout, ce n'est pas un cas désespéré. Chaque année, de plus en plus de gens s'alphabétisent et le taux actuel d'alphabétisation chez les jeunes hommes est de 90% et celui des jeunes femmes est de 81%, ce qui montre qu'au fil des années, une plus grande partie de la population s'instruit
La deuxième raison de l'état actuel de l'Inde est l'intrusion et le contrôle de l'État. Lorsque l'État maintient un contrôle strict de l'économie et ne laisse pas le marché fonctionner librement, et que de nombreuses restrictions sont mises en place, il n'y aura pas beaucoup de gagnants sur le marché. Au fil des décennies, le gouvernement indien est devenu plus flexible, et il maintient toujours un contrôle strict de l'économie, l'étatisme englobant tous les marchés. Et avec cela en place, nous pouvons anticiper beaucoup de corruption. L'ingérence de l'État indien a entravé la compétitivité, ne permettant donc qu'à un petit groupe de personnes de devenir extrêmement riches. L'Inde est actuellement une démocratie, la plus grande démocratie du monde. Mais ironiquement qu'il y a probablement des décennies de l'étatisme qui auraient pu être responsables des questions d'égalité dans le pays. Maintenant les choses changent. Depuis 1991, le pays est devenu une économie de marché libre. Depuis 2014, Narendra Modi, un nationaliste indien, a été le premier ministre de l'Inde et son objectif était la privatisation et la libéralisation de l'économie fondée sur un cadre néolibéral. Modi a libéralisé les politiques d'investissement direct étranger de l'Inde, permettant davantage d'investissements étrangers dans plusieurs industries, notamment la défense et les chemins de fer. Parmi les autres réformes, citons l'élimination de nombreuses lois du travail du pays, afin de rendre plus difficile la formation de syndicats pour les travailleurs et d'aider les employeurs à embaucher et à licencier. Ces réformes ont été soutenues par des institutions telles que la Banque mondiale, mais par l'opposition d'universitaires du pays. La troisième raison de l'état actuel de l'Inde réside dans ses lois mal rédigées et son système de santé qui s'effondre. Gouverner un pays de plus de 1,3 milliard d'habitants n'est pas facile. Comme d'autres États dans le monde, l'Inde est une fédération composée de 29 États et 7 unions territoriales. Pour nous donner un exemple clair, l'État le plus peuplé de l'Inde, l'Uttar Pradesh, compte plus de 200 millions d'habitants. Chaque État a ses propres lois et règlements, qui parfois ne sont même pas en accord les uns avec les autres. Ainsi, la plupart des lois sont parfois contraires à l'éthique, peu claires ou tout simplement mal rédigées, ce qui aboutit à la corruption présente dans presque toutes les institutions indiennes, qui a gravement endommagé la structure du pays. Des milliers de politologues ont affirmé que les mauvaises lois, les pratiques gouvernementales contraires à l'éthique et la corruption avaient sérieusement aggravé le système de santé indien. Cela est évident du fait que l'Inde a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Cet état de santé déplorable et la mortalité infantile dans le pays ont suscité l'inquiétude des organisations internationales. Bien qu'à l'échelle mondiale, la plupart des pays enregistrent une nette amélioration des taux de mortalité infantile et juvénile, le taux de progression de l'Inde est insuffisant. Depuis le début de cette vidéo, plus de 20 enfants de moins de 5 ans sont décédés faute de soins médicaux. La constitution indienne établit que le pays dispose d'un système de santé universel, ce qui signifie que tous les citoyens indiens ont le droit d'être traités gratuitement dans les hôpitaux et de recevoir des médicaments gratuitement. C'est clair et idéal en théorie. Mais dans la pratique, le système de santé est tellement chaotique et problématique et souffre d'un manque de médicaments, de réservoirs d'oxygène, d'électricité, d'eau potable ou même de seringues. De nombreuses personnes préfèrent les hôpitaux privés qui offrent généralement une meilleure qualité et un meilleur service, mais sont généralement trop onéreux pour les citoyens ordinaires. Il existe des milliers d'autres causes pour lesquelles l'Inde maintient toujours un tel fossé socio-économique. Alors que le pays grandit de plus en plus, de nombreuses réformes économiques sont mises en place dans l'espoir de réduire le fossé entre les classes sociales, car bien sûr, le pays s'enrichit. Aujourd'hui, un Indien pauvre est encore 2 fois plus riche qu'il y a 30 ans, mais un Indien riche est 10 fois plus riche qu'il y a 30 ans. De toute évidence, les classes ne progressent pas à un rythme égal et proportionné, ce qui ne permet pas une redistribution équitable de la richesse. En termes de PIB, oui, l'Inde a dépassé la France et le Royaume-Uni en termes de richesse. Mais en réalité, le pays a encore de nombreux obstacles à surmonter s'il veut vraiment être véritablement considéré comme un pays riche. Il doit élever le niveau de vie de son citoyen moyen, augmenter le taux de scolarisation, alphabétiser, réduire la corruption, réduire le taux de natalité et promouvoir des programmes de développement destinés aux plus défavorisés. Chaque année, plus de 27 millions d'Indiens naissent, chacun avec ses propres objectifs et aspirations. La classe politique indienne doit déployer davantage d'efforts pour que chaque nouvelle vie naisse dans un avenir prospère. Je vous pose donc la question suivante. Quelle est selon vous la meilleure solution pour réduire l'écart des classes socio-économiques en Inde? Pensez-vous que l'état de surpopulation dans le pays empêche la stabilisation de l'égalité sociale? Et l'Occident devrait-il essayer de partager ses ressources afin de réduire la faim et la pauvreté en Inde? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine.